Le rendement de l'assurance vie, il est mauvais. On peut même le lire dans les journaux. Ça ne veut rien dire. L'assurance vie, ça dépend ce qu'on a dedans. C'est pas comme un livret d'épargne où tout le monde a le même taux, c'est 1,5, point. L'assurance vie, ça marche pas comme ça. Ça dépend ce qu'on met dedans. Le but premier du contrat d'assurance vie, même si on s'en sert beaucoup comme un produit d'épargne, c'est quand même de transmettre, de protéger un aléa, un risque qui est le décès, et du coup de désigner des bénéficiaires. L'avantage d'avoir un PER, c'est la réduction d'impôts. Effectivement, épargne de précaution, matelas de sécurité, c'est hyper important. L'investissement, c'est risqué? Non, pas systématiquement. On est globalement frileux en France parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'éducation financière. Bienvenue dans Assurance en coulisses, le podcast qui donne la parole aux acteurs du secteur de l'assurance. Moi, c'est Antoine Gandoa, spécialisé dans le reporting Solvabilité 2 et comptable. Dans ce podcast, nous mettrons en lumière les professionnels du secteur de l'assurance en mettant en avant leur métier, parcours, synonymes de réussite ou d'échec. Nous aborderons également les faits d'actualité et les enjeux dans un secteur qui ne cesse d'évoluer au quotidien. Bonne écoute à tous! Alors bienvenue dans Assurance en coulisses, le podcast qui décrypte les stratégies, les parcours et les vraies décisions derrière les produits d'assurance et de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique et pourtant à un sujet qui continue de diviser assurance vie vs le PER, deux solutions d'épargne incontournables, deux logiques différentes et surtout énormément d'idées reçues. Faut-il privilégier la flexibilité de l'assurance vie ou profiter de l'avantage fiscal du PER ? Est-ce vraiment un choix ou une complémentarité? Pour y répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime, conseiller en gestion de patrimoine, qui va nous aider à y voir plus clair, sans langue de bois. L'objectif de cet épisode, ça va vraiment être de comprendre les vraies différences, éviter les erreurs classiques et surtout savoir quoi faire concrètement selon son profil. Allez, donc on plonge ensemble dans les coulisses maintenant, pas de l'assurance, mais de l'épargne. Comment tu vas, Maxime? Très bien, je te remercie, et toi? Bah écoute, très, très, très content de faire cet épisode. Même moi, au début, quand j'ai commencé à investir, tu vois, je me posais des questions, l'assurance vie ou alors prendre un PER. Et souvent, je fais réflexion que bon, je bosse dans le milieu de l'assurance depuis à peu près plus de 10 ans, mais je pense que si j'y bossais pas, je crois pas que j'aurais ouvert une assurance vie où j'aurais été autant sensibilisé aux produits d'épargne retraite, tu vois? Donc, C'est vrai que c'est souvent le cas, on a une éducation financière qui est limitée en France, mais qui augmente, qui va dans le bon sens. et alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Moi, c'est Maxime Desjardins, du coup. Donc en termes, de parcours, j'ai un parcours un petit peu atypique dans la mesure où, bah, aujourd'hui, je suis conseiller en gestion de patrimoine, en effet. Mais j'ai eu une première vie, professionnelle, dans le monde du paramédical. J'ai été, opticien optométriste, pendant 6 ans. Métier qui m'a plu, qui m'a permis, de développer, certaines compétences, utiles au métier aujourd'hui. Et puis, le covid, est passé par là. Je me suis posé pas mal de questions et c'était un petit peu, une évidence pour moi de me rediriger, vers, le conseil en investissement, les finances et du coup la gestion de patrimoine. Donc, bah, j'ai fait mes armes dans un 1er cabinet, de gestion privée à Paris, puis je me suis lancé assez vite, à mon compte. Donc ça fait maintenant, 3 ans que j'accompagne, mes clients. Et tu jamais voulu, retourner dans le milieu, l'opticien? Non, c'est vrai que je me suis même pas, posé la question. Je suis passionné par ce que je fais et puis, travailler, pour mon propre compte, c'était assez important pour moi donc je suis pleinement épanoui, aujourd'hui. Alors, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question signature du podcast. Oui. Et si ton métier était un sport, quel serait-il? Je me suis penché un peu sur cette question et je vois qu'il y a un lien évident que je vais faire, avec le triathlon, qui est un sport que j'exerce, en plus, qui est devenu une passion, depuis quelques années, puisque, bah, ça s'apparente un petit peu, je trouve, à la gestion de patrimoine dans, les compétences diverses, en fait, qu'il faut acquérir. Voilà, en gestion de patrimoine, il faut être, complet, il faut être, bon ou en tout cas avoir les connaissances sur le juridique, le droit, mais aussi sur, les finances, le marché, être, à l'affût de ce qui se passe, en géopolitique, en macroéconomie et puis en même temps, bah, une partie aussi, d'écoute, je parlerai pas de commercial, mais de lien, avec les clients. La confiance est hyper importante. Donc pour, la
pluralité, on va dire, de compétences, à avoir. Je trouve que le triathlon, assimile, plutôt pas mal et aussi parce que c'est du long terme. Je fais des triathlons longue distance et je trouve aussi que la gestion de patrimoine s'inscrit vraiment dans la durée. Et ton prochain triathlon, du coup, c'est pour quand? C'est mi-mai, dans un mois maintenant. On m'en a pas mal parlé parce que, tu vois, j'ai fait un marathon. Du coup, moi, maintenant, je me suis dit: «Putain, ça serait cool quand même que je fasse un triathlon un jour», mais je suis nul en nage. C'est souvent le problème. C'est souvent le problème et j'ai le même. J'étais à la piscine ce matin, mais je suis pas clairement pas une flèche. Je me suis dit que si je dois faire ça, il faut que j'apprenne le crawl, parce que j'ai un crawl, mais dégueulasse, on va pas se mentir. Ça s'apprend. Mais effectivement, c'est ouais, c'est quand même un travail et la natation, c'est un peu ingrat, ça peut mettre, du temps, je le vois semaine après semaine. Alors pour rentrer maintenant vraiment dans le cœur de notre échange, si tu devais expliquer en fait à un enfant la différence entre une assurance vie et un PER, tu dirais quoi? Un enfant, c'est peut-être un petit peu, compliqué, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais effectivement, ça peut être un peu compliqué d'expliquer ça, mais en vulgarisant, en gros, l'assurance vie permet de préparer un projet d'épargne. On peut l'assimiler comme un compte, épargne plutôt disponible versus le plan épargne retraite qui, bah, c'est écrit, dans le titre, oriente, un objectif qui est la retraite et qui permet d'avoir, bah, une réduction, fiscale, de payer moins d'impôts, du coup pour rémunérer le fait qu'on bloque, l'argent. Aujourd'hui, on entend quand même pas mal de gens qui se questionnent sur ces 2 produits. Pourquoi en fait il y a un match, et autant de débats aujourd'hui chez les épargnants entre l'assurance vie, la retraite? C'est aussi une question, conjoncturelle pour toi? Conjoncturel, je ne sais pas, mais oui, enfin, c'est pour moi, déjà l'incompréhension. Au global, rares sont les personnes qui ont tous les tenants et aboutissants du fonctionnement, de l'assurance vie et du PER. L'assurance vie qui pourtant est, le produit d'épargne le plus plébiscité, par les Français avec un montant, colossal d'encours, là-dessus. La fiscalité, n'est pas la même. Il y a un avantage dans les 2 cas, mais il est souvent mal compris, là aussi. Pour autant, c'est un sujet pour beaucoup. La plupart des épargnants, la plupart des Français, on est un peu allergique à l'impôt, dans la majorité des cas et pour moi, voilà, c'est vraiment cet attrait de la fiscalité, mais couplé à de l'incompréhension qui fait que, bah, qu'il y a match et qu'on se pose la question et souvent sans avoir, la réponse. Ouais, tu le disais, hein, selon France Assureur, là, en 2025, les cotisations en assurance vie atteignent, plus de 192 milliards d'euros, une hausse à peu près de 17 milliards d'euros par rapport à 2024. Donc c'est tout le temps autant, le produit phare en France et le PER, bon, il talonne, mais les versements sur les PER, je crois que ça s'élève à peu près à 20 milliards, si je lis là, 20 milliards d'euros, une hausse de 16 par rapport à 2024. C'est «nouveau» entre guillemets et puis, on l'a beaucoup mis en avant, avec la loi Pacte en 2019, voilà, nos politiques l'ont poussé un petit peu, donc les conseillers en parlent, davantage, aussi. Il a été simplifié. Avant, il y avait plein de lois différentes qui existaient. C'était une complexité, voilà, assez importante. Donc aujourd'hui, ça a été simplifié. Ça reste pas le plus facile, à comprendre, mais effectivement, c'est pour ça que les encours, augmentent, selon moi là-dessus, ouais. Et maintenant, pour essayer de comprendre les fondamentaux, on va avoir un petit vocal, d'une des auditrices du podcast. Il faut savoir que cet épisode, il est fait aussi avec les auditeurs. J'ai collecté quelques questions. Pour commencer, donc première question. Bonjour Antoine, merci pour ton podcast et toutes les informations que tu nous donnes tous les jours. Alors moi je suis novice en termes d'assurance et je ne sais pas choisir entre assurance vie et PER. À ton avis, lequel serait le plus bénéfique pour moi sur le court terme, moyen terme et aussi le long terme? Merci. OK, bon, là-dessus, merci pour cette question. Pour, y répondre, il y a pas vraiment, de bonne ou de mauvaise assurance vie ou PER. Ça dépend, dans un premier temps, des objectifs, mais aussi des attentes que l'on a. Chacun a des attentes différentes, que ce soit au niveau des thématiques, au niveau du souhait d'investissement dans des choses vertueuses ou au contraire être vraiment, drivé uniquement par, la performance. Est-ce qu'on souhaite être accompagné ou est-ce qu'on souhaite le faire en totale autonomie? Est-ce qu'on veut des options, des protections, supplémentaires, comme il existe,
la garantie plancher d'essai sur un contrat d'assurance vie. Donc c'est vraiment dépendant de tout cela. À côté de cela, on entend souvent, «J'ai un mauvais contrat, je fais pas de performance». Bah, OK, est-ce qu'on sait ce qu'on a dedans? Est-ce qu'on sait quels sont les frais? Est-ce qu'on sait quels sont les fonds qui composent le contrat d'assurance vie? Est-ce que le risque est bien aligné avec, les attentes, les projets, l'horizon? Donc voilà, même chose sur le rendement de l'assurance vie, on entend parfois, le rendement de l'assurance vie, il est mauvais. On peut même le lire dans les journaux. Ça ne veut rien dire. L'assurance vie, ça dépend ce qu'on a dedans. C'est pas comme, un livret d'épargne où, tout le monde a le même taux, c'est 1,5 point. L'assurance vie, ça marche pas comme ça. Ça dépend ce qu'on met dedans. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on oublie, quand on parle, assurance vie pour les épargnants? Je pense qu'on oublie le plus, c'est le rapport au mot «vie» qui compose, assurance vie, qui, bah, du coup est focus sur, l'aspect, transmission, intérêt, le but premier du contrat d'assurance vie, même si on s'en sert beaucoup comme un produit d'épargne, c'est quand même de transmettre, de protéger un aléa, un risque qui est le décès et du coup de désigner des bénéficiaires. Souvent, on opte pour la clause standard, donc c'est, le conjoint, à défaut les enfants. Mais voilà, c'est quand même quelque chose que l'on oublie assez souvent et qui a, bah, son importance, en fonction des projets de chacun bien évidemment, mais qui peut avoir son importance et qui est souvent, oublié. Et à l'inverse, pour toi, quelle est la plus grosse incompréhension autour, du PER? Sur le PER, pour moi, c'est vraiment le calcul, le fonctionnement de la réduction, d'impôt, qui d'ailleurs n'en est pas vraiment une, c'est pas une réduction d'impôt. En France, pas mal de choses en matière de fiscalité et d'optimisation. Il y a du crédit d'impôt, il y a la réduction d'impôt, il y a de la déduction d'impôt. Là, en l'occurrence, on est sur de la déduction. On déduit les revenus que l'on verse des revenus imposables, ce qui fait que mécaniquement, on paye, moins d'impôts. Là aussi, cette déduction, bah, elle peut être intéressante pour certains profils, mais elle peut ne pas vraiment avoir de sens, pour d'autres. Donc une fois de plus, ça dépend des objectifs, de chacun, mais la pertinence, parfois sur des clients que j'ai rencontrés qui en détenaient. Du coup, moi, ce que je me pose aussi quand même pas mal comme question, parce que souvent tu le dis dans les, journaux, on entend beaucoup parler, assurance vie, PER, mais du coup, est-ce que c'est vraiment des produits qui sont comparables ou avec des philosophies différentes? Parce que tu disais, par exemple, c'est vraiment sur, l'aspect de la vie. Tu te dis la retraite, c'est aussi l'aspect de la vie parce que tu dis qu'à la fin, bah et tu vas être à la retraite, donc il faut bien que tu arrives à subvenir à tes besoins. L'assurance vie, c'est aussi en termes de transmission patrimoniale derrière. Pour toi, du coup, c'est 2 produits comparables ou vraiment, vraiment distincts? Disons qu'ils sont distincts par, a priori, l'objectif et surtout l'horizon. La retraite, sauf condition de déblocage anticipé qu'on évoquera peut-être, après, c'est la retraite. L'assurance vie, quand j'ai quelqu'un qui a, notre âge ou qui a une quarantaine, même une cinquantaine d'années, qu'on va verser sur le contrat d'assurance vie peut sans doute avoir vocation à pas rester investi jusqu'au décès. En réalité, ça permet simplement de mettre dans cette enveloppe, d'encapsuler cette épargne dans un dispositif qui permet, en cas de décès, bah, de se protéger et du coup de payer moins de frais, sur, la fiscalité. Maintenant, c'est quand même 2 philosophies différentes parce que c'est vraiment 2 objectifs qui sont quand même distincts et on a un blocage de fonds qui est tout à fait, différent sur les 2. Donc, d'un côté, on a du moyen terme, de l'autre côté, on a vraiment du très long terme avec, l'horizon retraite. Alors maintenant, on va parler un peu objectif et stratégie patrimoniale. Dans quel cas l'assurance vie, pour toi, est-elle vraiment indispensable? Parce qu'on entend aussi, d'ouvrir un PEA qui est avantageux et du coup derrière on se dit: «Bah, pourquoi ouvrir une assurance vie?» Très bonne question. Pour le coup, très, très bonne question. Dans le cadre de son utilité première et ce qu'on oubliait un petit peu de l'assurance vie et de la protection de la famille ou d'autres personnes d'ailleurs, parce qu'on désigne qui on veut en bénéficiaire, c'est vraiment là-dessus que ça va se jouer. Donc là-dessus, on va avoir le côté indispensable du contrat d'assurance vie. Si on n'est pas dans ce cadre-là, tu évoquais le PEA par exemple pour des profils un peu plus jeunes qui ont pour objectif, peut-être de pas bloquer les fonds pendant trop longtemps ou en tout cas de vouloir peut-être piocher dedans, dans les, 3-4, 6 prochaines années. Il fait effectivement dans ce cas-là plus sens, d'aller investir sur un PEA, sur un compte titre. Le compte titre est encore plus souple dans son univers d'investissement
on n'a pas du tout d'avantage fiscal. Par contre, on a la liquidité totale. Et pour des personnes qui ont envie de placer sans avoir d'horizon d'investissement précis ou, à contrario, avoir un horizon d'investissement et savoir de base que ça va être moins de 8 ans, qui est l'avantage fiscal du contrat d'assurance vie. Là, pour le coup, ça fait pas forcément sens d'ouvrir un contrat d'assurance vie. Alors maintenant, une deuxième question. Hello Antoine, moi c'est Audrey, j'écoute ton podcast depuis la Vendée. Donc la question que j'avais envie de te poser, c'est quel est l'avantage d'avoir un PER aujourd'hui et est-ce qu'il y a un âge idéal selon toi pour en ouvrir un? OK, donc là, pour le coup, l'avantage, d'avoir un PER, l'avantage, c'est la réduction d'impôt. On l'évoquait, tout à l'heure. Ce qui va vraiment, piloter notre décision, généralement, c'est cet attrait, c'est cette réduction d'impôt, c'est l'avantage. C'est une enveloppe, d'épargne qui permet d'avoir une réduction et c'est, la seule, aujourd'hui qui permet de baisser son impôt. Pas de pas payer d'impôt sur les plus-values éventuelles à partir d'une certaine année, mais vraiment de baisser l'impôt. Donc l'avantage, il est ici. Après, il faut que ce soit aligné avec nos objectifs, évidemment. Et quel âge pour en ouvrir une? Tout dépend du profil, il y a pas vraiment d'âge, ça dépend surtout des revenus, de la tranche d'impôt dans laquelle on se situe. Si on est trop jeune, qu'on n'a pas suffisamment de revenus, ça a pas forcément de sens d'immobiliser et de bloquer les fonds pendant, 40 ans et plus. Maintenant, il peut y avoir des personnes assez jeunes qui gagnent très vite leur vie et pour lesquelles on a très vite, un intérêt, fiscal à en ouvrir. Donc ça dépend plus des revenus en soi, du foyer que de l'âge à proprement parler. À partir de quel niveau de revenu, en fait, c'est vraiment intéressant d'ouvrir un PER, notamment pour cette réduction d'impôt? Cette réduction d'impôt, elle dépend de la tranche marginale d'imposition, la TMI, qui est un montant, un chiffre, que l'on trouve en pourcentage sur notre, dernière page, d'avis d'imposition. Pour moi, les personnes qui sont dans la tranche à 11 0, il y a pas lieu puisque ça génère aucune réduction d'impôt, mais même 11 pour moi, c'est pas hyper pertinent. Ce serait plutôt pour ceux qui sont dans les tranches à 30 et au-delà. Concrètement, aujourd'hui, avec, les TMI qu'on a actuellement, si je dis pas de bêtises, je vais regarder de mon côté, on est autour de 30 000 € net de revenus, annuels, avant impôt. Pour qu'il y ait vraiment cette tranche à 30 et du coup cet, intérêt, fiscal, suffisant. Ce qui est marrant aussi, c'est que souvent les gens disent, OK, du coup, tu réduis ton impôt avec ton PER, mais derrière l'État, je t'ai réduit pendant toute ton année. À la fin, je récupère quand même. Il y a ça aussi où il faut avoir en tête parce que souvent quand je parle avec, mon entourage, on me dit: «Bah, c'est cool, du coup là, j'ai une bonne réduction d'impôt». Et je dis: «Ouais, mais oublie pas que derrière, le jour où tu vas retirer, tes billes, bah, ce que t'a donné l'État au cours de la construction de ton épargne, bah, ils vont te le reprendre». C'est ça Ouais. aussi qu'il faut avoir en tête. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est hyper important et on oublie, souvent et on a même des conseillers, hein, qui oublient de le dire. On focus beaucoup sur l'aspect, «C'est attractif, je vais réduire, mon impôt avec les versements que je vais faire, alimentons, au maximum» et cetera. Pensons effectivement à la sortie. À la sortie, on se fait refiscaliser. Simplement, c'est en fonction de nos revenus au moment de la retraite. On part du postulat qu'a priori, le taux de remplacement, ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est, le niveau de revenu qu'on va avoir à la retraite versus le niveau de revenu qu'on a pendant notre vie professionnelle sera bien inférieur. Dans la globalité, on parle de 50-55. Quelqu'un qui gagnait 50 000 durant sa vie pro va gagner 25 000. Théoriquement, si ça suit cela, on va baisser de tranche. Donc même si on redonne une partie de l'économie d'impôt, on peut quand même avoir un gain à ce niveau-là. Quand bien même il y en a pas, on fait une rentrée à moins 30 de réduction et on se fait reprendre à 30, ce qui est probable dans beaucoup de cas. On a quand même, si l'horizon est long et si la phase d'épargne est suffisamment longue, la possibilité de faire travailler plus d'argent que ce que l'on aurait fait sans, verser sur le PER. Si je verse 1 000 € sur un PER, en réalité, ça me coûte 700 € puisque je fais cette réduction d'impôt. Donc c'est 1 000 € qui vont travailler au lieu de 700, donc ça sur 10, 20, 30 ans, le delta il est significatif. Suffisamment pour, pallier au fait qu'on ait repris effectivement au moment de la retraite. Ça va faire une bonne transition pour la partie suivante sur la fiscalité.
Il y a une question sur ce sujet de la part d'une auditrice. Bonjour, je m'appelle Charlotte, je travaille dans l'influence et j'étais en micro-entreprise jusqu'en début d'année où je suis passée en société et j'ai déjà une assurance vie et j'ai entendu parler du PER et je me demandais si c'était intéressant dans ma situation. OK, donc là, bah, très très bonne question, aussi qui est plus focus du coup sur, bah, la situation et un profil, comme, le tien, de chef d'entreprise ou de dirigeant. Dans ce cadre-là, les 2 solutions qu'on a évoquées, hein, assurance vie et PER, peuvent être intéressants. Ça dépend, une fois de plus, beaucoup des objectifs, en réalité. Si on décide de se verser des revenus relativement faibles, ça veut dire qu'on n'a pas forcément d'attrait, fiscal puisqu'on peut se retrouver dans une tranche d'imposition assez basse, assez faible. Donc faire un PER dans ce cadre-là, c'est pas hyper pertinent puisque comme on l'a vu, si la réduction d'impôt est pas significative, à l'entrée, c'est pas le plus pertinent. Maintenant, dans le cadre, d'une société, on peut décider, d'utiliser une partie des disponibilités de la société pour alimenter, un PER. Donc là, ça peut avoir, du sens pour combler, ce manque à gagner. Tout dépend de la forme juridique, les protections, dépendent, il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place à côté, prévoyance et cetera. Mais, ça peut avoir du sens de préparer comme ça. Après, bah, l'assurance vie, ça va plutôt répondre à des projets moyen terme, voire court terme. Là aussi, ça dépend des revenus. Si je verse sur une assurance vie avec ma propre épargne, c'est que j'ai déjà payé de l'impôt, c'est que je me suis déjà sorti, des revenus. Dans le cas précis d'un chef d'entreprise, il y a vraiment pour moi la nécessité de se poser, de faire un audit, vraiment la forme juridique, combien on se verse de salaire, qu'est-ce qu'on attend de cette épargne, quels sont nos objectifs, nos projets de vie, les horizons associés. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte qui peuvent, guider vers, une de ces solutions, pardon, voire même d'autres, en réalité. Et donc du coup, comment on pourrait, arbitrer entre avantage fiscal, je dirais immédiat entre un PER et fiscalité un peu plus douce à la sortie pour l'assurance vie? Comment toi tu échanges, ça avec tes clients? Moi là-dessus, je communique beaucoup sur l'horizon d'investissement. J'ai une approche qui est basée vraiment sur les objectifs, clients. Il faut qu'il y ait vraiment un intérêt. Je veux préparer ma retraite. Dans ce cadre-là, on va réfléchir à du PER. Je veux diminuer ma fiscalité, c'est très important, mais je suis pas prêt à bloquer les fonds. On ne va pas sur du PER, on le sait. Pour certains, on peut le faire, mais partiellement. On est souvent pas hyper à l'aise avec le fait que les fonds sont bloqués pour des profils, qui ont notre âge ou un peu plus âgés et on parle de plusieurs dizaines d'années de blocage de fonds. Souvent on n'est pas à l'aise avec ça donc moi le PER, j'ai tendance à le coupler à l'assurance vie, mais avec des montants vraiment mesurés, en tout cas un montant qui les met suffisamment à l'aise pour bloquer les fonds. L'assurance vie répond plutôt aux objectifs, court terme, pas très court terme, sinon pour moi ça a pas de sens et il y a d'autres enveloppes qui sont préférables. Mais, voilà, moyen terme, qui ont vocation en tout cas à être récupérés, avant la retraite. On parle aussi, liquidité. Tu parlais en fonction des objectifs de tes clients et ça peut des fois causer une certaine contrainte. Pour toi, quel est le produit en fait le plus adapté sur ces sujets-là, en termes de liquidité? Même si tu le disais, le PER offre aussi des possibilités de déblocage. Pour toi, tu conseilles quoi à tes clients? Moi, ce que je conseille, c'est que si, déjà si on a un besoin de liquidité identifié, je vais, me marier, j'ai un enfant, je vais préparer, ses études et je vais avoir besoin de ce capital. On ne bloque pas les fonds, on va pas sur l'épargne retraite. Donc là-dessus déjà c'est tranché, assez rapidement. Pour, les conditions de déblocage, il faut partir du principe que c'est des accidents de la vie, donc c'est des inconnus qui nécessiteront vraiment de récupérer les fonds. Dans ce cadre-là, le PER pourra du coup être débloqué, mais, on doit les connaître, mais pas compter là-dessus, selon moi et outre les conditions de déblocage anticipées, qui sont les accidents de la vie, je perds mon emploi, je perds mon conjoint et cetera. On a l'acquisition de la résidence principale. Si, elle est pas connue au moment où on le met en place, cette date à laquelle je vais l'acquérir, pourquoi pas?
et au moment où ça arrive, on se pose la question ensemble et est-ce que ça fait sens ou pas? Si elle est identifiée, je sais que j'achète ma résidence principale dans 3 à 5 ans, c'est un projet de vie, avec ma compagne, acheter dans les 5 prochaines années. Ça sert pas forcément à grand chose là-dessus d'ouvrir un PER. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on se fait rattraper en termes de fiscalité sur un délai trop court. Ça a pas forcément de sens, de s'inscrire, dans un PER pour, placer les fonds. Donc le critère de liquidité, s'il est important, c'est plutôt l'assurance vie à privilégier. Toi, tu as quand même une approche assez pédagogique de se dire, bah, avant de commencer à dire: «Je veux absolument ouvrir ça», bah, en fait, quelle est ta situation? Souvent, on pense, aussi à l'épargne de précaution. On se dit: «Bah, ça se trouve, je vais tout mettre toutes mes billes». Moi, je connais, j'échange avec des gens, on me dit: «Bah, moi, j'ai mis tant sur ce produit-là, mais j'ai peut-être pas je prends le risque de pas avoir d'épargne, de précaution au profit d'avoir un haut rendement», tu vois? Si tu ouvres un CTO ou si, tu as ouvert un PEA, tu vois? Comment toi, tu arrives à avoir ces approches-là, Moi, enfin, c'est cette thématique effectivement épargne de précaution, matelas de sécurité, c'est hyper important et c'est une des questions en fait qui fait partie des objectifs, du client. Il faut qu'il soit suffisant, évidemment. Il peut toujours y avoir, des dépenses, des imprévus qui peuvent être parfois importants. Normalement, on a ce qu'il faut pour faire face avec ce matelas de sécurité. Si ça dépasse un petit peu, on peut avoir des choses moins liquides, pas liquides à 100, mais qui le sont quand même. Le fonds euro de l'assurance vie, par exemple. Pour autant, bah oui, si j'ai un projet personnel qui était, pas identifié, des frais à payer, des charges, exceptionnelles, des frais d'obsèques, malheureusement suite à un décès, il y avait pas de liquidité, il y avait que de l'IMO dans la succession. Bon, bah, c'est des choses auxquelles il faut faire face et effectivement, pour ça, la priorité, c'est vraiment d'avoir une épargne mobilisable, épargne 100 liquide pour, la précaution et une épargne partiellement liquide, donc du coup qui serait pas à risque ou en tout cas à risque, modéré pour pouvoir mobiliser en cas de besoin, supérieur à cette épargne de précaution. on en a parlé aussi un peu de transmission, cette prochaine partie et beaucoup cette vision long terme. Moi, depuis que je bosse dans l'assurance, on me dit toujours, vision long terme, vision long terme. Si tu as l'idée de vouloir transmettre, ton capital plus tard, tu privilégieras toujours une assurance vie qu'un PER, on est d'accord? Des fois, tu te dis quand même: «Bon, le PER, si la personne, elle en a, ça pourra toujours bénéficier à une autre personne qui est à la retraite à ce moment-là». Ouais, effectivement, on privilégie pas systématiquement l'assurance vie. C'est ce qui est avantageux dans la majorité des cas, c'est ce à quoi on pense en premier puisque, une fois de plus, dans l'intitulé même assurance vie, on est sur cette partie-là versus retraite où il y a un aspect, avantage, transmission, mais c'est retraite a priori, préparer sa propre retraite. Après, effectivement, les 2 sont possibles. Le PER, il y a, le PER assurantiel qui existe, qui est, dans la grande majorité des cas, le PER que les personnes, détiennent et il permet de désigner des bénéficiaires, comme en assurance vie. Donc ce qu'on place sur ce PER, il ira directement dans, la transmission, la succession des personnes que l'on a désignées. On a là-dessus des règles, des montants d'abattement, donc des montants qui seront pas du tout fiscalisés à ces bénéficiaires. Donc on a un avantage fiscal dans les 2 cas si on veut préparer la transmission. Les 2 sont complémentaires, les montants, les avantages ne sont pas les mêmes. Ils sont plus importants en matière, d'assurance vie pendant la période de vie et d'épargne, la phase d'épargne où a priori, on a un âge inférieur à 70 ans, mais ça reste complémentaire. J'ai pu, pour une protection du conjoint survivant, par exemple, préconiser plutôt du PER que de l'assurance vie, vraiment pour cette, raison-là, parce que les personnes étaient déjà assez âgées et c'était le plus pertinent. Souvent, on a tendance à penser assurance vie, mais en fait, le PR est quand même assez sous-estimé. Dans la transmission, tout dépend quand même de, comme tu dis toujours, du profil, de la personne. Ouais, tout à fait. Ouais. En plus, il faut se dire aussi que l'assurance vie, enfin, c'est hors succession, alors, pour le moment. Je sais pas si un jour l'État changera ce Ouais, il y a un effectivement, il y a un abattement, c'est hors succession, donc on peut désigner des personnes qui normalement ne seraient pas bénéficiaires,
de notre épargne, donc autre que le conjoint ou les enfants. Ça permet ce cadre avantageux. C'est le même sur le PER. Après, effectivement, est-ce que les règles changeront? Ça, nouvelle loi de finances, nouvelles règles un peu tous les ans, hein, mais Après, si on parle un peu allocation et performance, est-ce que pour toi, la performance diffère vraiment entre un PER et une assurance vie? Sachant que maintenant, il y a pas mal de, tu sais, de gestion profilée où tu te dis, en fin de compte, tu vas être sur du dynamique, équilibré et qu'au final, souvent, c'est un peu les mêmes profils qui sont proposés quand tu ouvres une assurance vie ou un PER. En termes de performance, lequel, toi, t'orientes plus ou tu considères le plus performant? en 2 temps, ma première réponse, c'est comme je l'ai dit au début de l'entretien, ça dépend ce qu'on met dedans. Il y a pas de bonne ou de mauvaise assurance vie, comme il y a pas de bon ou mauvais PER, ça dépend ce qu'on met dedans. Donc non, les performances sont pas censées être différentes. Si on met exactement la même chose dans un PER que dans un contrat d'assurance vie, les mêmes fonds, la performance finale, si les frais sont les mêmes, c'est la même. Maintenant, globalement, ce qu'on préconise et ce que je préconise, à mes clients, c'est que le PER, on bloque les fonds, parfois sur une durée très longue, donc on peut se permettre pour un profil identique, un profil de risque identique, de prendre davantage de risques pour aller chercher davantage de performance. Je sais d'avance que pendant X années, souvent, plusieurs, dizaines d'années, je vais pas pouvoir mobiliser les fonds. Autant aller chercher un petit peu de risque et prendre plus de rendement que sur un contrat d'assurance vie qui a peut-être vocation à être, racheté donc sur lequel on récupère, les sommes, plus rapidement, à moyen terme, 5-8 ans, voilà. En plus, souvent, j'entends aussi par rapport à ça, les ETF. Alors, je sais pas si toi tu mais là, par exemple, les assurances vie avant, celles que j'avais, on n'en avait pas forcément, le PR aussi et du coup, là, maintenant, ça se lance beaucoup là-dessus et donc souvent les gens, enfin, c'est ce que j'entends et ce que je lis dans les journaux, bah, des fois, tu peux pas avoir d'ETF dispo dans ton PEA et du coup, en fait, tu peux te dire: «Bah, en fait, je vais en bénéficier aussi via une assurance vie ou via un PER». Oui. Toi, tu le conseilles aussi par moment ce genre de Ouais, selon le profil, du client, la gestion qu'il souhaite, pourquoi pas? L'ETF permet de répliquer un indice, un panier d'actions, d'avoir une diversification plus ou moins importante. On va pas rentrer dans le détail là-dessus, mais il y a des ETF qui sont, soi-disant diversifiés avec 2 000 lignes, mais si, les 10 premières lignes représentent, 30 ou 40 du panier d'actions qui en fait 2 000, bah, c'est de la fausse diversification, donc il faut faire attention à ça. Mais effectivement, c'est possible de les intégrer en assurance vie dans le PER pour une certaine, mesure, pour un certain niveau de risque, pour certaines thématiques. Ça peut être pertinent d'en avoir, d'en intégrer et je peux le conseiller effectivement, à certains clients. et je rajoute aussi sur le PR, c'est que tu parlais qu'il fallait, par exemple, miser directement sur, bah, du rendement, prendre du risque et souvent ce que proposent, alors assureurs ou autres, c'est se dire: «Bah, imaginons j'approche de la retraite, bah, d ou à 10 ans près ou 5 ans, bah, ils réinvestissent sur des fonds un peu plus euros, récupérer un peu ce que tu as gagné, mais pas du coup perdre en risque le moment où tu vas clôturer ta la retraite et qu'au final, bah, je sais pas, tu as beaucoup de moins-value alors que tu les aurais peut-être pas eu si tu avais réinvesti sur un autre profil de risque, quoi». Ouais, ça effectivement, c'est assez important. Moi, c'est un travail que je fais justement vraiment, c'est là que le conseil prend tout son sens et a son importance. Si je mets en route mon PER avec un ETF, actions, très diversifié, les actions non, sur le très long terme, il y a pas de sujet, c'est top et je suis fervent actif, sur, les actions et j'en détiens moi-même, c'est l'essentiel de mon patrimoine. Pour autant, il y a une guerre, il y a un covid, on peut prendre -20, -25. Si ma retraite, c'est à ce moment-là, j'ai préparé, à la sueur de mon front et de mes années de travail et de mon épargne, un capital, ou une rente pour ma retraite qui est parti en fumée et c'est maintenant que j'en ai besoin. Donc c'est dommage. Donc il y a vraiment un travail effectivement de sécurisation des plus-values, et du patrimoine, financier de l'allocation, globale du PER à ajuster pour rendre défensif et aller même potentiellement à du capital garanti sur les dernières années
pour éviter de se retrouver, dans cette situation-là où, on a les marchés qui dévissent complètement et je suis 100 investi dessus. J'avais oublié que c'était, un ETF action et ça peut être très très grave comme situation, en fait, au moment de la retraite. Et alors après, il y a aussi une question d'un auditeur sur la partie, ESG. Salut Antoine, bravo pour ton sujet qui est un sujet d'actualité puisque tout le monde ne dépense plus mais met de l'argent de côté et que les comptes d'épargne sont archi pleins. Donc ça doit être une question contemporaine, je pense, liée à l'inquiétude. Je voulais juste témoigner qu'aujourd'hui, le point pivot que moi j'essaie d'observer dans ma vie, c'est les critères de respectabilité de l'environnement à long terme et de respectabilité de l'investissement pour l'humain, la respectabilité de l'humain. Donc, on va dire une sorte de posture RSE et une posture biodiversité. Je ne sais pas comment le formuler autrement. Et ces critères-là sont très complexes. Ouais, donc ça, bon, c'est une question, à laquelle je suis assez à l'aise de répondre. Pour le coup, j'ai fait une formation, une certification, l'Autorité des marchés financiers spécifiquement sur la finance durable. Donc je connais un petit peu, ce qui se fait. C'est pas facile pour un investisseur, final qui veut, placer ses fonds de savoir est-ce que c'est vraiment vertueux? Est-ce que c'est, juste, la brochure commerciale qui est attrayante et qui me donne l'impression que je fais quelque chose de bien? Ou est-ce que c'est réellement, le cas? Dans tous les cas, on peut y investir à travers de l'assurance vie, à travers du PER ou à travers d'autres enveloppes qu'on a évoquées, le PEA, le compte titre. Maintenant, il existe beaucoup de labels, il existe beaucoup de choses qui ne sont pas aussi restrictives les unes que les autres. Donc, il faut soit les connaître, soit se faire conseiller. Aller voir, des acteurs «spécialisés» entre guillemets sur ces thématiques-là, ça peut être pertinent. Ou autrement, si on veut vraiment avoir une personnalisation, à 100, mettre, X, pourcentage de mon patrimoine sur des choses vraiment vertueuses ou avoir des critères, d'exclusion. Je veux pas du tout, d'armement et de thématiques, liées à la guerre. Là, c'est bien, soit de faire ses recherches, mais d'aller vraiment fouiller la composition des fonds et cetera, ou se faire conseiller avec, quelqu'un dont c'est le métier, et qui saura vraiment répondre à ces questions-là. Tu le disais, les labels, je sais pas, tu as commencé à définir les critères, mais tu vois, à un moment donné, j'en avais souscrit un parce que c'était responsable et à un moment donné, bon, bah, je reçois en fin d'année le rendement et cetera. Je regarde un peu plus les fonds et tu te dis: «Bah, en fait, j'investis quand même dans du fossile». Mais, comme c'est, un titre qui est le moins polluant sur ce type d'actif, bah, on considère du coup enfin best market quoi, enfin en gros, best practice et du coup, bon, bah, en fait, on le met quand même, mais il est moins polluant que les autres. Donc du coup, on affiche quand même ESG et là, c'est là que tu dis ou des fois tu te dis: «Bah, en fait, c'est pour avoir une telle performance, c'est pas si, vert que ça, quoi». Ouais, on peut faire de la performance en étant vert, mais effectivement, attention aux appellations. On évoquait les ETF tout à l'heure. Les ETF dans lesquels on a ESG dans l'intitulé, ça veut pas dire qu'on achète, des éoliennes et que, tout est vert, on finance l'agriculture, et les forêts et cetera. Un fonds ETF avec écrit ESG dedans, je peux tout à fait avoir, du Total, de la tech américaine, en partie, hein, dans ce fonds-là. Il y a quand même une diversification, mais il y a une exposition à ça. Si vraiment on a des convictions fortes et on veut avoir une politique d'exclusion de certains secteurs ou thématiques, à ce moment-là, faut fouiller. Il y a, des labels, pour le coup, très difficiles à obtenir ou qui sont vraiment de durabilité forte, des solutions d'investissement ou des fonds d'investissement à impact. Donc là-dessus, voilà, pour y voir clair, une fois de plus, c'est soit je suis motivé, je fais toutes mes recherches, par moi-même pour aller chercher vraiment spécifiquement ces fonds-là et chercher, ce qu'ils composent, ou alors je me fais conseiller, Et après maintenant, si tu devais trancher le match entre l'assurance vie et le PER, ça serait quoi? ouais, là-dessus, pour le coup, il y a une complémentarité, on l'a vu auparavant, ça répond à 2 objectifs différents, un même profil
dans la majorité des cas, peut être amené à avoir les 2. Il y a pas vraiment, match ou en tout cas s'il y a match, il faut qu'il y ait les 2 sur la feuille de match, dans la majorité, des cas puisque ça répond vraiment à 2 objectifs différents. D'un côté, j'ai retraite, attrait fiscal immédiat. D'un autre côté, j'ai plutôt épargne et plutôt du moyen terme ou du long terme, mais une liquidité supérieure et pas de réduction d'impôt. Alors maintenant, si tu avais 3 erreurs les plus fréquentes que tu vois en exerçant ton métier sur l'assurance vie ou le PER? Erreur commune, aux 2 enveloppes, qui est assez fréquente, hein, je connais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'en ai une, je l'ai ouvert avec la banque parce que le banquier, il m'a dit qu'il fallait prendre date, pour un contrat d'assurance vie, c'est top, donc j'en ai ouvert un. Je sais pas quels frais il y a, je sais pas combien j'ai investi dessus, je sais pas comment c'est investi, je sais pas si c'est aligné avec, ce que j'en attends. On a souvent le cas. Deuxième erreur qui est un peu la poursuite de ça, c'est, ne pas le piloter, ne pas le suivre. En fait, on a parlé tout à l'heure du PER et de l'importance de sécuriser les plus-values dans le temps. Si je mets sur un fonds action que j'oublie de le gérer, il y a potentiellement des moments où il est pertinent d'arbitrer, d'encaisser des gains pour aller se positionner sur autre chose ou, de sortir parce que c'était une thématique porteuse, mais, ça ne l'est plus. Donc, bah, là-dessus, c'est pareil, c'est hyper important de rester aligné avec le risque qu'on a envie de prendre et l'horizon d'investissement et il y a des projets qui vont se greffer. La vie évolue. Je rencontre un client aujourd'hui, il me dit: «Bon, bah, c'est pour, dans 10 ans, j'ai pas de projet précis» et puis 3 ans après, en fait, il me dit qu'il va acheter sa résidence principale et qu'il va en avoir besoin, partiellement. À ce moment-là, ça nécessite un arbitrage. Si j'ai pas un suivi et si j'ai pas fait des mouvements, c'est dommage et on peut se retrouver dans une situation, qui est mauvaise. Et puis, bah, la troisième, c'est l'incompréhension, sur, les enveloppes, ce qui les distingue. Assurance vie, PER, quelles sont les implications? Pas être au fait que vraiment les fonds sont bloqués, enfin, voilà, des choses, qui sont des décisions qu'on prendrait qui seraient drivées vraiment par, «Je veux baisser ma fiscalité à tout prix». C'est pas une priorité, en soi. Même si ça l'est pour le client, il y a peut-être d'autres réponses à apporter et c'est pas toujours, la meilleure solution. Et maintenant, si tu avais une idée reçue que tu veux démonter aujourd'hui sur l'investissement? Investir, c'est risqué. L'investissement, c'est risqué. Non, pas systématiquement. On est globalement, frileux en France parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'éducation financière. Ceux qui sont aujourd'hui éduqués financièrement, c'est des personnes qui se sont plongées, dessus, qui ont appris par eux-mêmes, qui ont lu, qui ont, regardé des choses, qui se sont formés, heu et ou des personnes qui ont un conseil suffisant, mais ces personnes qui ont un conseil suffisant sont généralement les personnes déjà aisées qui ont eu, pour le coup, une éducation financière un peu supérieure. Mais pour répondre, l'investissement, c'est risqué, non, parce que ça dépend de ce qu'on fait, en fait, comme investissement. L'investissement, c'est tout de suite vu comme, j'investis en bourse et on a tous entendu sur BFM que la bourse, elle a pris -10, tel jour. OK, bah, dézoomons, déjà, c'est pas le cas systématiquement en action, si j'ai le temps, on gagne de l'argent. Mmh. Si je veux pas faire des actions, puisque l'investissement, c'est pas que des actions, c'est pas que du risque, on peut aller faire des investissements qui rémunèrent sans pour autant être risqué, avec du capital garanti. Il y a un triptyque qui existe entre performance, risque et liquidité. Pour beaucoup, on veut pas prendre de risques, des personnes, généralement plus âgées, on veut plus prendre de risques en tout cas, mais on peut se permettre de bloquer un peu les fonds. Et bah, à ce moment-là, il est clairement pertinent de se faire accompagner et d'avoir des solutions sur mesure qui sont, 3-4 fois plus rentables que ce que je peux avoir sur des livrets ou sur de l'épargne bancaire. Donc, investir, ça veut dire placer son argent. Placer son argent, ça peut se faire à capital garanti, comme ça peut se faire avec une grosse volatilité, des fluctuations importantes, selon ce qu'on en attend et le risque qu'on est OK de prendre. Et maintenant, est-ce que tu as des recommandations
de docs sur l'éducation financière, des livres ou des podcasts? Documentation, livres, podcasts, je dirais que ça dépend du niveau de connaissance, initial, que l'on va avoir. Si on part, de 0, ça va pas du tout être la même chose que quelqu'un qui est déjà bien calé et qui veut, préciser ou, fouiller un petit peu. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui existent, aujourd'hui, en tout genre, du bien, du moins bien, évidemment. Il y a, beaucoup de vidéos, beaucoup de contenus, vidéo qui sont faits, aujourd'hui. Certains que j'aime beaucoup, qu'on traite beaucoup de sujets pour tous les niveaux. Je sais que, Shinari, par exemple, propose des podcasts, vidéo où ils expliquent et où il y a vraiment tout niveau. Parce qu'en soi, il y a des choses qui rentrent vraiment dans le détail et puis d'autres choses, plus basiques. Célèbre bouquin Investisseur intelligent, mais qui est déjà pour moi plus niche, hein. C'est un gros bouquin, il y a des termes techniques, c'est pas pour tout le monde. Un qui est abordable, qui est pour tout le monde et que j'aime bien, c'est La psychologie de l'argent. Prendre, conscience un petit peu de comment fonctionne, notre, cerveau sur ses décisions et apprendre en fait à, bah, voilà, à savoir gérer ou en tout cas traiter avec, conscience de ces questions-là d'argent. Et un dernier, mais là c'est plutôt pareil, c'est plutôt, des personnes un peu averties sur le sujet et que j'ai beaucoup aimé et que je mets en œuvre dans mes relations clients et dans mon propre patrimoine. C'est, le paradoxe, financier du lièvre et de la tortue. On connaît un peu le la fable, on imagine un petit peu où ça nous mène et en fait, bah, on compare dans ce bouquin une, performance de quelqu'un qui est un peu ennuyant, qui fait ses, 3-4-5 l'année, mais tout le temps. Versus quelqu'un qui prend du risque, qui va chercher des actions, qui va faire des années à 2 chiffres, 15-20 mais qui va aussi faire des années, bien plus baissières parce qu'il est exposé fortement au marché et au risque. Et en fait, on se rend compte que sur une très longue période, eh bien, la tortue, est gagnante. Mieux vaut être un petit peu ennuyant dans ses investissements et être patient et être sur du long terme, plutôt que d'être, all-in sur du risque et regretter parfois amèrement les décisions. C'est marrant cette comparaison, Allez, maintenant, une deuxième question signature du podcast, mais si une musique pouvait représenter ton parcours professionnel, quelle serait-elle? Une musique, alors là, c'est pas évident, de répondre, celle-ci. J'écoute beaucoup de choses, différentes, parfois sans paroles, sans lyrics. Pas forcément parcours professionnel global, je vais dire free from desire pour, les lyrics, un peu de passion. Et puis pour, l'entrain, la passion avec laquelle en fait, j'ai toujours, exercé dans le métier actuel, mais aussi, avant donc voilà. Aimer ce qu'on fait et c'est quelque chose qui me représente plutôt pas mal, niveau parcours professionnel. Je suis passionné par ce que je fais. Et maintenant, pour finir, est-ce que tu aurais un invité à me recommander pour un prochain épisode? Un invité, écoute, pourquoi pas dans la continuité de cet épisode-là, quelqu'un qui serait spécialisé en matière de retraite. Pas forcément sur la partie, épargne à proprement parler comme le PER qu'on a traité aujourd'hui, mais sur d'autres, niveaux d'assurance, de prévoyance, qui existent. Donc voilà, ça peut être je pense un type d'invité assez intéressant à avoir sur un épisode prochain. On vient de le voir avec Maxime, le match de l'assurance vie, vs le PER est souvent mal posé. C'est pas vraiment une opposition, mais c'est aussi une stratégie, c'est plus une stratégie. Tout dépend, comme tu l'as dit Maxime, de ton horizon, ta fiscalité et surtout, de tes objectifs de vie. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'assurance vie reste un outil, vraiment flexible et puissant pour construire et transmettre. Le PER est aussi un levier assez redoutable pour optimiser sa fiscalité à un moment donné, à condition de bien l'utiliser. Mais surtout, le vrai sujet, c'est pas forcément avoir, l'idée du produit même, mais c'est de créer, sa stratégie, comme tu le disais, sur le long terme. Alors maintenant, la vraie question, pour vous, les auditeurs, qui nous écoutent, c'est, est-ce que ton épargne est vraiment alignée avec tes objectifs? Et si cet épisode, vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser 5 étoiles et à le partager aussi, à votre entourage. Vraiment merci beaucoup, Maxime, d'avoir échangé, avec toi aujourd'hui, sur ce sujet. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation, ravi d'avoir, échangé, répondu, à ces questions, aux auditeurs et puis, bah, ravi de répondre à d'autres questions plus précises, s'il y en a à l'avenir. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode d'Assurance en coulisses. À très bientôt. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Pour me donner de la force, mets 5 étoiles ou un commentaire
sur ta plateforme préférée et partage à ton entourage. Moi je vous dis très bientôt dans un prochain épisode d'Assurance en coulisses.